5, 4, 3, 2, 1, c'est parti. Bonjour Sébastien Théveny. Je suis très très heureuse de te recevoir dans mon petit salon littéraire là que je m'offre tous les mois et où j'ai la grande chance de rencontrer des auteurs dont je lis les livres et voilà, et ça me fait toujours très très plaisir de vous rencontrer à chaque fois. Et donc aujourd'hui, vraiment c'est un moment privilégié que nous allons partager. Alors nous nous sommes croisés au dernier salon du livre de Paris. On a un petit peu échangé, pas énormément, mais bon, c'était suffisamment sympathique pour me donner envie d'aller voir ce que tu lisais. J'étais curieuse. Et quand j'ai su que ton roman était finaliste des Plumes francophones en 2019, ben, j'ai sauté sur l'occasion. Et donc, je vais dire rapidement les livres que tu as écrits. Donc, Trouble jeu, je comme je le pronom personnel, Un frère de trop, 30 secondes avant de mourir. Il y a eu ensuite 8 minutes de soleil en plus, c'est celui qui a été finaliste et c'est celui dont nous allons parler aujourd'hui. Mais je dois préciser quand même que tu as écrit un roman en alexandrin, tu vas nous en parler un petit peu quand même, qui s'appelle Vertige, et un recueil de poèmes, donc tu es un poète aussi. Et tu as écrit aussi 2 nouvelles. Voilà. Alors, en parcourant les titres, ce que je viens de dire, là, c'est souvent des petites phrases. On sent qu'il y a de l'affect là-dedans, qu'il y a peut-être des familles, hein, un frère, enfin bon, etc. Donc, comme des sortes de promesses dans tes titres. Alors, j'ai déjà une première question. Est-ce que tu peux nous dire juste si tu as une prédilection pour un thème particulier, peut-être la famille? Je sais pas. Alors, ouais. Justement, là, tu mets le doigt sur quelque chose d'important chez moi. Et je pense que c'est le pivot dans toutes mes œuvres. C'est la famille, ouais. Alors que ce soit traité sous forme de drame, comme dans 8 minutes de soleil en plus, ou sous forme de thriller, comme dans Un frère de trop, 30 secondes avant de mourir, voire même un suspense plus léger, comme dans Trouble jeu, bah, toujours, il y a ce noyau familial et ces secrets de famille qui sont pour moi voilà, un terreau phénoménal. La famille, c'est vraiment... voilà, un microcosme de la société, on y trouve tout dedans. Il y a de l'amour, il y a de la haine, il y a de la jalousie, il y a de la vengeance. Enfin, voilà, tout ce qu'on trouve dans la société, on le retrouve réduit dans la famille et ça permet d'écrire des milliers de bouquins si on veut bien, quoi. Oui, oui, c'est vrai, c'est très juste. Et alors donc, moi j'ai lu 8 minutes de soleil en plus, et eh ben, je me suis surprise au milieu du roman à avoir vraiment la larme à l'œil, quoi. Je veux dire, c'était incompressible. Et à partir de là où j'ai été eue la première fois, vers voilà un tiers, milieu du livre, ben j'ai eu du mal à contenir mes larmes jusqu'à la fin du livre. Alors, je veux pas dire que c'est pas un mélo parce que tu écris avec pudeur, avec retenue, mais le sujet est triste. Et l'écriture que tu emploies, bon, bah, en tout cas chez moi, elle provoque vraiment une empathie envers les personnages qui fait qu'on se met à leur place et on est. Puis je crois même que finalement ton écriture qui est en retenue, tu sais, il paraît qu'on dit aux acteurs, si tu veux faire pleurer le spectateur, il faut pas que tu pleures, il faut que tu retiennes tes larmes. Et donc, je crois qu'il y a un peu de ça dans ton roman. Tu retiens l'épanchement trop qui serait indécent, et puis finalement, ça fait quelque chose qui donne envie de pleurer. Voilà. Alors, est-ce que tu peux nous faire un petit pitch? Parce que là, j'en ai dit beaucoup, mais j'ai pas dévoilé le sujet. Une phrase pour présenter ce roman. Alors en fait, c'est l'histoire de Jules, un adolescent de 13 ans qui donc est atteint de mucoviscidose. Effectivement, là, on touche à une thématique assez forte. Et ce petit gamin, là, il est plein d'optimisme, il est plein de vie, en fin de compte. Et il a une envie. Ça commence comme ça dans le prologue. Il regarde jouer Federer à la télévision, à Wimbledon. Et il se fait la promesse d'aller voir son idole tennistique l'année suivante dans son jardin de Wimbledon. Donc, il décide son père de l'y emmener. Et en plus de ça, il se fixe un défi physique, sportif, puisqu'il veut se prouver qu'il est capable d'aller depuis Béthune, où il vit, jusqu'à Londres, et ce, en vélo. Donc voilà, ils vont partir, c'est un road trip en fait, cette histoire,
entre le père et le fils qui vont s'en aller tous les deux sur les routes en tandem, bien sûr, pour essayer de rencontrer Federer. Donc, comme tu disais tout à l'heure, alors il peut y avoir quelques larmes qui arrivent. Moi, j'avoue que je n'arrive pas à pleurer ni quand je lis, ni quand j'écris. J'ai certains auteurs qui disent quand j'ai écrit cette scène, j'en pleurais, etc. Moi, effectivement, j'y arrive pas, je suis dans la retenue. Et de toute façon, ce que j'ai voulu faire ressortir dans ce roman, c'est pas justement, tu parlais de mélo tout à l'heure, c'est pas vrai, c'est pas ça. J'ai vraiment essayé d'avoir cette pudeur et je voulais pas tomber dans le pathos. Ce que retiennent les lecteurs, ce que j'ai voulu faire passer, c'est le côté positif, optimiste de ce gamin, donc, qui est d'ailleurs contenu dans le titre, 8 minutes de soleil en plus. Il y a ce côté lumineux, solaire, qui caractérise vraiment le personnage de Jules. Donc voilà, les gens ont retenu ça, effectivement, cet optimisme, et puis ce lien entre le père et le fils aussi, c'est ça qui est très fort, parce qu'il y a un petit suspense derrière aussi, le père a des choses à se faire reprocher, donc ce voyage est pour eux le moyen de se rapprocher, en fait. Oui, à se faire pardonner, à se faire pardonner. Cette belle famille qu'on évoquait tout à l'heure. Oui, non, quelque chose à se faire pardonner, non pas à se faire reprocher, qu'il se reproche et à se faire pardonner. Mais c'est vrai que je comprends très bien ce que tu dis, mais tu sais, on pleure de bonheur parfois. Et donc, moi, j'ai 2 de mes romans qui me font pleurer toujours au même passage. Donc, tu vois, bon, je les relis pas, c'est pas que je les relis 20 fois par jour, mais quand je dois même les corriger. Mais c'est toujours à un passage heureux. Et donc, en fait, c'est au moment où même là, quand je t'entends parler de Jules, tu vois, j'ai un peu en fait, c'est quand tu dis qu'il est courageux, c'est là, c'est quand tu appuies sur le côté positif de cet enfant que les larmes viennent. C'est pas voilà, c'est compliqué. Ah bon, après, je suis peut-être pas mais je pense que ça doit le faire sur beaucoup de personnes. Je suis pas la seule, j'imagine. Alors justement, moi ça me parle beaucoup parce que si, il y a quand même. Alors quand je lis, voilà, je n'ai jamais pleuré en lisant. Par contre, au cinéma, ça m'arrive, voilà, dans la salle, j'ai pas honte de pleurer. Et comme tu dis, je pleure toujours lorsque c'est heureux, joyeux. En fait, lorsqu'il y a eu justement une problématique tout le long du film, où c'était vraiment très triste finalement. Puis à un moment donné, quand ça va mieux, quand il y a un truc forcément heureux, quand ils ont réussi leur défi, là ça me fait fondre, quoi. Oui. Et quand j'ai écrit ce roman, j'ai beaucoup pensé au film, je sais pas si tu l'as vu, qui s'appelle De toutes nos forces. C'est un film avec Jacques Gamblin qui est formidable. J'ai vraiment adoré ce bouquin. C'est un road trip aussi quelque part, puisque c'est un père qui a un enfant donc handicapé et qui décide de réaliser son rêve, qui est de faire un Ironman avec son fils handicapé. Donc sur le vélo, la natation, la course. Donc voilà, ils font un Ironman comme ça, et c'est tiré, je crois, d'une histoire vraie. Et ce film a tiré des larmes, je ne sais combien de fois, de ces scènes-là, surtout à la fin. Voilà. Je ne vais pas spoiler le film, mais souvent les fins heureuses me font. Oui, c'est vrai, c'est souvent le bonheur fait pleurer aussi. Alors alors est-ce que c'est donc bon, c'est une question que je dois te poser. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autobiographique dans cette histoire? Ouais, on me la pose souvent. Je pense que voilà, du fait que je rentre beaucoup dans l'intimité de cette vie, les liens familiaux et le quotidien de cette famille, et de la maladie que les parents doivent endurer. Oui, voilà, au quotidien, les soins, etc. On m'a souvent demandé si c'était autobiographique. Alors voilà, non, j'ai cette chance, je n'ai pas d'enfant muco. En revanche, bon, ce livre est dédié en fait à un ami d'enfance. Enfin, son épouse était atteinte de ça et décédée de cette maladie. Et donc c'était pas tout proche, mais enfin pas très loin. Puis durant l'écriture, je me suis rapproché énormément de personnes atteintes de cette maladie, de familles. J'ai rencontré pas mal de monde. J'ai suivi des ados, même dans leurs séances de piratage, etc. Donc voilà, j'étais tout proche de pas mal de monde. Et ça m'a vraiment fait comprendre
comment ça pouvait se passer au quotidien. Il y a un moment dans le roman, c'est un témoignage que j'avais eu qui disait que en fait, un enfant muco, il ne pourra jamais vivre sa journée à 100% comme tout le monde, parce qu'il y a forcément des soins à faire le matin, le soir, parfois le midi, plusieurs fois, aller chez la kiné, faire ci, faire ça. Et en fait, jamais ils pourront vivre plus de 70-80% de leur journée, quoi, comme les autres gamins. Donc ça, c'est quelque chose qui me touchait énormément. Ouais. Oui, ça se sent bien. C'est vrai que je me suis posé la question, donc tu as répondu largement, puisque je voulais te demander justement comment tu t'étais documenté, etc. Parce que, donc, alors, voilà, oui, je me suis rapproché de personnes, des associations comme Vaincre la muco, voilà, dont j'ai pu rencontrer le président de l'ASSOS au niveau de ma région, qui évidemment est aussi parent de muco, comme tous ceux qui sont dans cette ASSOS. Et forcément, voilà, on touche au quotidien. Et tu as eu leur confidence et leur... Ouais. Et j'imagine que ce livre doit beaucoup leur parler, quoi, parce que c'est sûr que... Ouais, j'ai eu l'occasion d'avoir des lecteurs atteints de cette maladie et qui m'ont dit s'être reconnus dans le quotidien des personnages, oui. Tout à fait. Voire même d'autres maladies, pas forcément la muco, mais c'est quelque chose d'assez universel finalement, cette douleur quotidienne, ce combat quotidien. Oui, ces contraintes lourdes quotidiennes. Voilà, ces contraintes, cette épée de Damoclès qu'on a sur la tête aussi, parce que c'est une des maladies où on n'a pas encore de remède aujourd'hui. On ne peut que prolonger encore de plus en plus l'espérance de vie, ça c'est génial, améliorer les conditions de vie au quotidien, mais on n'a encore pas trouvé la solution. Donc, Alors, c'est pareil, donc pour l'orpheline par exemple, voilà, c'est c'est le côté universel. Alors, pour les lecteurs qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux nous parler un peu, très rapidement, de ton parcours, en tout cas ce qui est lié à l'écriture, ce qui te semble important pour toi, pourquoi est-ce que tu écris, voilà. Alors ça va être bateau de dire que j'ai toujours écrit, j'ai toujours eu ça dans le sang. En fait, bon, c'est vrai que j'ai commencé à écrire aux alentours de 13 ans, je crois. Un été comme ça, j'étais chez ma tante qui avait une des premières machines à écrire à traitement de texte. C'était rigolo, c'était pas avec la feuille et le rouleau. Enfin si, il y avait quand même ça, mais il y avait un petit électrique, une petite fenêtre. Voilà, une petite fenêtre, j'ai pas connu ça. Traitement de texte. Alors on tapait sa phrase. On tapait une ou deux phrases, on pouvait la relire, et ensuite on faisait entrer, et là ça s'imprimait en fait. Donc c'était un petit peu avancé. Donc c'est en m'amusant sur cette machine-là que j'ai écrit mes tout premiers textes. C'est des petites nouvelles, des petits textes d'une ou deux pages, voilà, qui avec le temps, je les trouve vraiment assez touchantes. C'était pas terrible, mais voilà, ça avait le mérite d'être les premières. Ensuite, j'ai écrit quelques poèmes, j'ai écrit des nouvelles, des petites choses comme ça quand j'étais à la fac. Et puis j'ai laissé tomber, en fait, l'écriture pendant longtemps. Mais je devais avoir ça quand même quelque part derrière la tête. Et puis, pendant tout ce temps-là, je lisais beaucoup quand même. Et je pense qu'un auteur, à mon avis, c'est quelqu'un qui en général lit énormément. Et puis un jour, alors ça remonte à maintenant 5 ans, enfin non, il y a 10 ans, j'avais écrit mon premier roman, Trouble Jeu, qui partait d'une idée toute bête. Enfin, c'était à l'époque où avec mon épouse, on cherchait à avoir un enfant. Ça venait pas. Bon, ça a mis un petit peu de temps. Alors du coup, l'esprit de l'auteur a extrapolé tout ça et ça a donné Trouble Jeu, une histoire qui tourne autour de la PMA, procréation médicalement assistée. Donc c'est voilà, cette thématique-là qui est au cœur du roman, qui crée le suspense en fait de ce roman. Donc là encore, c'était pas autobiographique, on n'a pas eu à recourir à la PMA, mais voilà, ça m'a vraiment donné cette idée-là. Ce bouquin que j'ai écrit donc entre 2008 et 2010, grosso modo. Il se trouve qu'en 2009, mon fils est né. Durant l'écriture du roman. Il se trouve aussi qu'en 2009, mon père est décédé pendant l'écriture du roman et le prologue s'ouvre sur la mort du père et de la mère dans un accident. Donc là, il y a plein de choses comme ça qui sont assez troublantes.
Et puis ce bouquin, je l'avais proposé à des éditeurs à l'époque. Et oui, à l'époque, ça n'a pas été retenu. Je l'avais laissé dans un tiroir. Et puis en 2015, je me mets par hasard à animer un atelier d'écriture dans mon village pour une petite assoce. Je dis tiens, on va essayer. Et puis ça a marché, il y a plein de monde qui est venu, ça les intéressait. Et moi, ça m'a remis le pied à l'étrier en fait. Ça m'a remis le goût de l'écriture. J'ai ressorti ce roman, je l'ai retravaillé, j'ai redécoupé carrément dedans, mais physiquement, j'ai pris le tapuscrit imprimé, j'ai découpé les chapitres, j'ai tout éclaté, j'ai remonté ça un peu comme un suspense, comme un thriller, et ça a donné la version qu'on connaît aujourd'hui, qui finalement a doublé, j'ai rajouté des personnages, de la psychologie, etc. Et c'était le début de l'aventure. Alors pas en auto-édition, puisque le premier était justement pas auto-édité, peut-être chez un petit éditeur parisien qui malheureusement n'avait pas les reins pour m'imprimer, me diffuser suffisamment, donc c'était à la demande. C'est pourquoi sur le deuxième titre, Un frère de trop, j'ai tenté l'auto-édition. Alors je sais pas si peut-être tu avais des questions plus précises sur l'auto-édition, mais oui, non, mais c'est pas grave, tu as devancé une de mes questions qui vient toujours, qui est pourquoi tu as choisi l'auto-édition. Donc là, tu nous as expliqué ton parcours en fait. Donc non, mais il y a beaucoup de gens qui sont d'abord imprimés, puis qui après reviennent vers l'auto-édition ou vice versa. Ou enfin, bon, maintenant c'est tellement ouvert et tellement éclaté tout ça, et c'est tellement poreux. Ça navigue maintenant, oui. Oui, ça navigue et c'est génial. C'est ce qui est génial, quoi. Donc très bien. Alors parmi tes personnages, donc j'imagine quand même. Enfin, je sais pas, je me suis dit que quand même si c'est pas autobiographique, que tu as des liens de parenté avec certains de tes personnages. Alors, est-ce que c'est plutôt avec le père ou plutôt avec Jules ? Difficile à dire, parce que comme dans tous mes romans, et je pense que c'est le cas de beaucoup d'auteurs, on met un petit peu de soi dans chacun des personnages. Nos personnages forment en fait une sorte de kaléidoscope de nous-mêmes. Il y a une pincée de moi dans le père, effectivement, mais aussi dans Jules, je pense. Après, c'est vrai que chez moi, la relation au père est très importante. On parlait tout à l'heure de la famille, des secrets de famille. Et si je devais faire ressortir quelque chose encore de plus fort dans cette famille, c'est mes liens avec mon propre père, qui, un peu comme dans 8 minutes de soleil en plus, on a toujours été des personnes, des taiseux, quoi, comme on disait. Mon père, je me souviens pas entendu une seule fois me dire je t'aime, par exemple. Je lui ai jamais dit non plus. On se le disait pas, mais on savait que c'était le cas. Oui, bien sûr. Mais donc, tu dis que toi-même, tu es un taiseux en tant que père ? Ouais, j'ai du mal à faire sortir les sentiments. Ouais, c'est pas évident. Ouais. D'accord. C'est pas évident, mais d'ailleurs, peut-être que de travailler sur 8 minutes de soleil en plus, ça a pu m'aider un petit peu. Certainement, parce que moi, j'ai senti dans le personnage du père, vraiment, si tu veux, une double personnalité. Hein. Donc, bon, ça s'explique, je ne veux pas spoiler, mais ça s'explique après dans l'histoire. Mais du coup, quand on arrive à l'explication de ce qu'il a à se reprocher, justement, j'avais vraiment, je me suis même dit à un moment donné, j'ai presque senti comme c'est pas une erreur, mais tu vois, un truc, je me suis dit, c'était presque pas possible, quoi. C'est deux personnages si différents. Et maintenant que tu me dis ça, sur ton père, je me dis que peut-être que le père ancienne manière de Jules, on va dire, le père plus jeune, qui fait des erreurs, peut-être ce père-là, c'est un peu ton père, peut-être. Et le père qu'on voit dans le roman au présent, en train de si bien s'occuper de son fils, c'est peut-être toi. Et peut-être qu'il y a les deux pères, ton père intérieur et toi en tant que père, qui sont dans le père de Jules, peut-être, je ne sais pas. Ouais, c'est marrant ce que tu dis, je n'avais pas forcément réalisé ça. Non, mais je ne vous connais pas, donc, mais c'est par rapport à ce que tu dis maintenant et ce que j'ai ressenti en lisant l'histoire de ce père que, voilà, je me dis, c'est peut-être ça, mais bon.
Oui, mais c'est possible, c'est peut-être une forme de transmission comme ça, de passage de relais. De réunification peut-être des pères. Paul, le père là dans le roman, effectivement, le Paul de 10 ans plus tôt, c'est peut-être effectivement mon père. Et puis le Paul d'aujourd'hui, c'est peut-être moi vis-à-vis de mon fils. Ouais. Tu as réussi à ne pas, à dépasser peut-être les impossibilités qu'avait ton père de s'exprimer. Du coup, je pense qu'on apprend de ses erreurs aussi, on apprend de l'expérience. Et alors, où est-ce que tu trouves les idées de tes romans? Alors, bon, tu as dit que la famille était un terreau et tout, mais après, les idées particulières. Pourquoi là as-tu eu l'idée de faire cette histoire-là, tu vois? Et pour les autres aussi. Bon, pour Trouble Jeu, tu as un peu expliqué, mais pour... Alors, après, moi, les idées, elles me viennent souvent en lisant un magazine, en écoutant la radio, en voyant un truc à la télé. Des fois, une petite chose comme... Avant, je roulais beaucoup, donc en voiture, j'écoutais beaucoup la radio. Et puis, j'entendais une info, un fait divers, un truc comme ça. Et hop, tout de suite, ça vous donne une idée d'aller un peu extrapoler cette idée-là. Et puis, très souvent, j'ai en fait un flash qui m'apparaît, c'est le titre, c'est un titre. Ça part souvent de là. Un frère de trop, ça m'est venu comme ça. Un jour, voilà, j'ai ça qui est passé par la tête. Et puis du coup, c'est un petit peu le point de départ de l'histoire. Ah oui. T'as de la chance parce que c'est dur de trouver des bons titres. C'est dur de trouver des titres, ouais, j'en suis conscient. Et pourtant, moi, mes titres, Trouble Jeu, ça a été compliqué. Au début, c'était pas ça. C'était pas la première version. C'était le prix à payer. J'avais donné. Et puis 30 secondes avant de mourir, c'est pareil, ça m'est venu comme ça. Et donc j'ai ce titre, j'ai ensuite une scène de début dans la tête et une scène de fin. J'ai souvent comme ça le prologue et l'épilogue qui sont assez de manière filmique dans ma tête. Après, tout le travail de l'auteur, c'est de broder entre ce prologue et cet épilogue, c'est de trouver tout ce qu'il y a à raconter entre les deux, quoi. Oui. C'est là que commence le boulot. Donc tu fais pas de plan, alors j'en déduis que tu fais pas de plan. Alors ça dépend ce que j'écris. En règle générale, j'écris quand même du suspense, du polar, du thriller. Et là, il y a vraiment besoin d'un plan parce que, en plus, j'écris des choses un peu tordues. J'aime bien jouer avec le lecteur, le balader, faire des fausses pistes. Enfin voilà, c'est tout ce qui peut faire un bon thriller. Et par exemple, pour Un frère de trop, j'ai quand même 13 personnages principaux, en gros, dedans. Ah oui. Donc, ça veut dire un chapitrage très précis, une fiche personnage à chaque fois très précise. Et puis, j'ai même fait des tableaux croisés avec chacun des personnages. Donc, voilà, ici, que sait tel personnage sur tel autre, qu'est-ce qu'ignore celui-ci sur l'autre. Voilà, tout ça a été croisé parce que... Oui, puis au fur et à mesure que le roman évolue, ça évolue ça aussi. Parce qu'ils ne savaient pas au début, mais au bout d'un tiers, ils savent. Alors quand on a 13, qu'est-ce qu'ils savent et que finalement, ils ont appris en cours de route ou pas que... Oui, c'est pas... Et qui c'est quoi sur qui a dit quoi à qui. Ça, dans ce genre de bouquin, c'est nécessaire d'être organisé. Et cela dit, comme tu dis, les choses parfois évoluent aussi en cours d'écriture. Le plan initial, voilà, par exemple, Un frère de trop, j'avais prévu 3 parties à la base. De mémoire, il y en a 5 maintenant, 5 ou 6 au final. Voilà. Le dernier là, que je viens de terminer hier, c'est pareil. J'avais un plan. Parfois, le plan, je le fais de manière générale au départ. Puis ensuite, chacune des parties, je refais un nouveau plan. Oui. Voilà. Parfois, certains chapitres, des chapitres clés, un peu charnières, là, il va falloir même développer par un peu des bullet points ce chapitre-là. Qu'est-ce que je dois mettre dedans ? Qu'est-ce que je dois ne pas oublier ? Qu'est-ce que je dois cacher encore qu'est-ce que je dois surtout pas dire dans ce chapitre, et ainsi de suite, quoi. Et donc, à l'inverse de cette écriture de polar, il y a eu 8 minutes, justement. Et 8 minutes,
est beaucoup plus linéaire dans sa construction, même s'il y a des retours dans le passé pour comprendre un petit peu. Je l'ai écrit... non, je ne me souviens pas avoir fait de plan, ou alors vraiment quelques lignes comme ça. Et puis bien sûr quand même des prises de notes régulières pour pas oublier les choses. Oui, tu avais une super documentation, mais effectivement après tu n'avais qu'à suivre. Oui, c'était pas. Il s'écrivait un peu tout seul dans la mesure où tu avais le voyage et puis la fin du voyage. Enfin voilà, c'était un peu le défi. Le parcours était tout tracé entre Béthune et Londres et puis le moyen y était, c'est-à-dire le vélo. Oui, on monte sur la selle et on y va, quoi. Oui, c'est ça, c'est ce que tu as fait. Alors, on arrive au moment où je me fais plaisir, moi, c'est le moment que je préfère parce que j'adore lire à voix haute, et donc je vais lire un extrait de ton roman, c'est toi qui l'as choisi, et tu as choisi le prologue. Nous nous y attendions tout en le redoutant, nous nous y refusions, pourtant c'était souhaitable, pour Jules plus que pour nous. La fin était prévue, seule l'échéance restait une inconnue. La souffrance était telle qu'elle avait pris le pas sur sa soif de vivre, son désir de savoir et sa vision enthousiaste des petits bonheurs du quotidien. Pour Jules, la vie était une épreuve au jour le jour, et pourtant il était, de loin, le plus joyeux d'entre nous. Jules, bien que condamné dès la naissance, nous a appris la vie. Il nous a appris, à nous, ses parents, puis à sa grande sœur Lola, à voir le positif en toutes choses, à apprécier chaque heure, chaque minute, chaque seconde grappillée à la grande horloge du temps, celle qu'on n'arrête jamais, la roue du temps qui passe quand les hommes trépassent. L'humanité est faite de ces milliards de destins qui se succèdent sans jamais perturber la marche du temps. Parmi ces milliards de destins, il en est un qui compte plus que tout à nos yeux, celle de Jules, notre fils. C'est Jules que je veux raconter ici, Jules l'optimiste, Jules qui a traversé la vie aussi vite qu'une étoile filante. J'aimerais mettre en lumière cette fabuleuse aventure que nous avons vécue, lui et moi, à l'espace d'une brève parenthèse. Grâce à lui, nous avons pu nous rapprocher, enfin, gommer les erreurs du passé. Pour cela, il a fallu que nous nous lancions un défi, sportif tout autant qu'humain. Les pages qui vont suivre sont la compilation des notes que j'ai prises durant toute cette période, une sorte de journal de bord d'une année hors du temps, une année riche en émotions. Bien des années plus tard, lorsque la vie a décidé de nous reprendre notre enfant, j'ai découvert un carnet qu'il avait tenu durant cette même période. De ce carnet, j'ai extrait quelques pages que j'intercale dans mon récit puisqu'elles illustrent tellement bien l'état d'esprit de Jules et qu'elles complètent si parfaitement mes propres notes. Mon journal et son carnet se répondent, comme un témoignage indélébile par-delà l'absence définitive. Jules qui avait 13 ans au début de cette histoire, Jules qui serait encore là si cette putain de muco ne l'avait pas étouffé. Voilà. Alors, ça t'a pas fait pleurer? Non, c'est encore plus émouvant quand on l'entend lire, effectivement. Oui. J'aime bien ce prologue là, je lirai bien la suite. Oui, ça donne envie de lire la suite. Ça va être pas mal. Même si tu spolies la fin, bon, mais autant qu'à faire, c'est pas la peine de faire un mystère sur ça parce que ça serait indécent. Donc c'est très bien, c'est un bon choix, je trouve. Et effectivement, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur quand on pleure pas, les moments parfois où on pleure, c'est souvent effectivement les moments de bonheur, mais il y a peut-être aussi ce qui peut faire provoquer les larmes. Là, en le lisant, ça m'a fait penser à ça, c'est l'inéluctable. C'est le côté inéluctable. L'impuissance, en fait, on pleure sur sa propre impuissance. Voilà. L'injustice. Oui, c'est ça, on ne peut pas faire grand-chose dans ce genre de cas, si ce n'est profiter au maximum, justement, de ces jours qui passent, parce qu'on ne sait pas combien il en reste encore. Donc voilà, on a deux possibilités dans ce cas-là, c'est soit se morfondre et se plaindre et finalement se ronger les seins, se plaindre, mais en général ces gamins-là ils se plaignent jamais en fait. Non, mais ils n'ont pas le temps. Et c'est aussi une leçon de vie à ce niveau-là parce que ils n'ont pas le temps et en plus ils n'ont pas envie de se plaindre.
parce que malgré tout, ils vivent quand même. Aujourd'hui, ils arrivent à faire des choses, ils arrivent à faire du sport, voire même certains à haut niveau quand même. Et puis, je pense que ça peut donner une bonne leçon. Il y a parfois des gens qui se plaignent d'un rien, d'un ongle incarné. Non, mais voilà. Non, ou même d'une petite contrariété idiote dans la vie. Ouais. Voilà. Non, c'est vrai. Là, à ce moment-là, il faut retourner sur ce genre de destin, puis se dire, punaise, regarde, ce gamin, il sait que ça se trouve, il a peut-être plus que 10 ans à vivre, et pourtant, il rayonne, quoi. Oui, donc c'est vraiment je ça crois aussi qu'ils savent vivre au jour le jour, en fait. Mais je crois qu'on devrait tous le faire parce qu'en fait, ni toi ni moi, on ne sait pas où on sera demain. De toute façon, voilà. Bien sûr. Donc chaque jour est un jour à moi, prendre. Dans mes écrits, il y a, en plus de la famille, il y a une autre thématique qui m'obsède vraiment, et encore beaucoup plus peut-être, enfin beaucoup plus, j'en sais rien, mais dans les poèmes, c'est la fuite du temps. Alors, moi, à chaque fois que vient mon anniversaire, c'est jamais un jour très joyeux pour moi, l'anniversaire. Je déteste, je prends un an de plus, je sais que c'est un an de moins, en fait. Oui. Bon, malgré tout, j'essaye de me persuader qu'il y en aura encore beaucoup. Après, je me dis, aujourd'hui, j'ai 43 ans. Si j'avais su à l'époque que mon père, en fait, allait mourir à 53 ans, je me dis, c'est dans 10 ans, quoi. Oui. À l'âge que j'ai aujourd'hui, mon père avait plus de 10 ans à vivre, et il ne le savait pas. Est-ce qu'il a suffisamment profité de ces dernières années? J'en sais rien. Enfin, je pense plutôt que non. Mais voilà, donc ça fait réfléchir, et j'y réfléchis énormément dans mes poèmes, mais je pense que dans mes romans aussi, la preuve, puisque là, on en parle, il y a cette inéluctabilité du temps qui passe et l'inexorable de la fin. De la condition, de notre condition. Et puis même dans les titres d'ailleurs, 8 minutes, il y a une notion de temps, 30 secondes avant de mourir, voilà. On est forcément sur une thématique qui m'obsède énormément, le temps. Oui. Le temps est là, et voilà, le temps qui nous reste à vivre. Et c'est vrai que bon, la solution, s'il y en a une, c'est de vivre chaque instant comme si c'était une éternité, voilà, et d'en tirer tout le sucre, voilà, c'est sûr, c'est ça. Ouais. Oui, un de mes romans, un de mes derniers romans, c'est Brille tant que tu vis. Voilà, c'est le titre, c'est ça. Donc, et il m'est tombé dessus ce titre parce que c'est une stèle qui a été gravée il y a 2000 ans. C'est une stèle qui existe en Grèce, qui est maintenant dans un musée en Norvège ou au Danemark, je ne sais plus. Mais donc, cette stèle a eu un destin incroyable. Elle est passée chez des gens privés, en fait, etc. Mais on l'a retrouvée, elle existe toujours. Il y a un poème de 4 vers, dont le premier vers est Brille tant que tu vis. C'est incroyable. Et en plus, c'était la première chanson du monde parce qu'il y avait une partition qui l'accompagnait. Et on se dit, il y a 2000 ans, tous ces gens, tous ces milliards de gens, comme tu dis dans ton prologue, eh bien, ces milliards de destins sont passés, sont morts, se sont éteints. Voilà. Et ces personnes-là, il y a 2000 ans, ont fait graver ça. Et donc, ils avaient exactement la même problématique que nous, qui était, ils se disaient, il faut qu'on profite de chaque instant. Voilà. Et donc, oui, ça, j'en suis de plus en plus conscient à mesure que j'avance. Et c'est marrant, du coup, finalement, nos deux romans ont quelque chose en commun, là. En tout cas, sur cette notion de profiter de l'instant. Oui. Bon, il y a la maladie aussi, mais ça, bon, on n'est pas là pour parler de mon roman. C'est juste pour parler de ce fait c'était la relation entre il y a 2000 ans déjà, les gens se posaient l'ont même écrit sur une stèle, quoi, je veux dire, se posaient la même problématique de ce dont on est en train de parler maintenant, quoi. Voilà, c'est fabuleux. Et on a trouvé un peu la solution en écrivant, nous, finalement, parce que c'était un moyen de se faire plaisir et de profiter de chaque instant. Oui, puis le temps d'un roman, on suspend le temps, justement. Oui, on suspend le temps. On fixe les choses, comme peuvent le faire les cinéastes sur leur pellicule, dans leurs films. On fixe des instants de vie, et puis on les transmet, du coup, grâce à l'écrit, on transmet tout ça au lecteur, et qui va s'échapper aussi le temps de quelques heures de lecture dans cet instantané. À la prise du temps. Alors, quel est ton prochain roman, Sébastien? Alors, mon prochain roman... Qui va sortir, celui que tu viens de finir, quoi. Je viens de le finir pas plus tard que hier après-midi.
j'ai posé le mot fin dessus. On va être dans du thriller psychologique. Je dévoilerai bientôt le titre, mais en fait, c'est l'histoire d'une femme une trentenaire, quoi, qui s'ennuie un petit peu, qui est seule, qui travaille dans une librairie, qui est un peu rêveuse, et puis qui regarde à travers la fenêtre de son appartement. Elle regarde un peu la vie des gens en face. Et puis elle s'entiche un peu d'un gars en face. Ce gars qui vient un jour dans la librairie aussi. Enfin voilà, il y a quelque chose qui avance entre les deux. Mais dans le même temps, il y a en fait des crimes qui sont commis à Paris, à Lyon, en Espagne. Et au fur et à mesure, cette héroïne va se poser énormément de questions sur cet homme-là, parce qu'il y a des coïncidences étranges, parce qu'il y a des mensonges, parce qu'elle n'arrive pas à le cerner. Et puis de plus en plus, elle va quand même se poser la question de se demander si c'est pas en fait lui l'auteur de ces crimes-là, quoi. Donc on est dans voilà, dans cette réflexion du et doute, puis du coup, qu'est-ce qu'elle doit faire, quoi. Voilà. Est-ce qu'elle peut est-ce qu'elle doit police, est-ce qu'elle doit est-ce qu'elle se montre pas des films, enfin voilà. Oui, génial. Bon, super. Il y a plein de surprises dedans. Passer lourd évidemment chez ce personnage-là, des secrets évidemment enfouis qui proviennent du passé, qui proviennent de la famille. Voilà, on retrouve encore des thématiques familiales qui vont être lourdes de conséquences dans le passé, mais dans le présent. Écoute, ça donne très envie, en tout cas, tu en as très bien parlé, donc j'ai hâte de le lire, moi aussi. Alors, dis-moi, on arrive à la fin, hein, parce que toutes les bonnes choses ont une fin, et donc, voilà, je demande toujours à la fin, est-ce que tu voudrais, d'abord, est-ce que j'ai oublié de parler de quelque chose dont tu voudrais parler, ou alors, est-ce que tu as soit un conseil à donner à quelqu'un qui voudrait écrire, ou un truc, ou un secret d'écrivain, ou une devise, enfin voilà, ce que tu veux. Le mot de la fin t'appartient. Alors, on aurait pu aussi parler des poèmes, des choses comme ça, qui sont une autre facette de ma personnalité d'auteur, qui là aussi parle beaucoup tu en as de parlé, famille, tu en as parlé un peu de tes poèmes quand même. Voilà. Et puis, non, de conseils à donner, j'en ai aucun, parce que voilà, qui suis-je pour donner quelques conseils que ce soit ou quelques directives. Je pense que voilà, chaque auteur est différent. La seule chose que je pourrais dire, c'est finalement oser. Il faut oser écrire. Et puis maintenant, avec l'auto-édition également, il faut oser publier. À un moment donné, ça peut plaire à certains lecteurs. Et puis même si ça plaît qu'à une petite poignée de lecteurs, ce sera toujours ça de gagner. Parce qu'on va transmettre quelque chose et voilà, donc faut pas hésiter, faut se lancer. C'est un conseil qui revient souvent dans la bouche des auteurs, ça, oser. Mais ça rejoint aussi ce qu'on disait tout à l'heure, profiter de chaque instant et oser. Et oui. C'est bien. Bon, écoute, je suis très très contente. On va finir sur ce joli mot. Et puis je te remercie de t'avoir de t'être livré comme ça, si gentiment. Et c'est on a découvert un peu qui tu étais, ton univers d'écriture aussi. J'espère que ça a donné envie de lire tes livres, et j'en suis sûre à beaucoup de gens. Enfin, à beaucoup de gens, ceux qui vont regarder le film. Mais bon, à toi aussi de le partager, de le faire connaître. Moi aussi, je le fais. Bon, et puis je te souhaite le meilleur pour tous les romans que tu vas encore nous écrire, et je t'en remercie, parce que je remercie tous les écrivains que je lis et avec qui je passe des bons moments, d'avoir pris le temps d'écrire ces histoires qui portaient en eux. Alors voilà. Moi, je te remercie pour ce temps aussi partagé, ce temps que tu passes à faire partager également la passion des autres auteurs, de tes confrères de plumes et consoeurs. Donc voilà, c'est formidable de partager. Et puis, c'est d'abord pour mon plaisir. Donc bien à tous les auteurs de romans. Écoute, je te dis au revoir alors.